Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui parler du film Ant-Man et la Guêpe, réalisé par Peyton Reed avec Paul Rudd, Michael Douglas et Evangeline Lilly. Alors le pitch, Scott Lang, donc après les événements vus dans Captain America Civil War, est assigné à résidence où il purge une peine de détention. Il est contacté par son ancien mentor, le docteur Pym, et sa fille Hope, afin qu'ils puissent les aider dans une mission périlleuse, sauver la femme du docteur, prisonnière du monde subatomique depuis près de 30 ans. Bon, je vais vous raconter un peu ma vie. J'ai vu pour la première fois un film en 4DX, donc Ant-Man et la Guêpe, et je vous en parle parce que je vais peut-être avoir du mal à dissocier le plaisir de cette projection et la qualité du film dont je vais vous parler, mais voilà, j'ai pris un pied de gamin, j'étais avec ma fille, on s'est régalé, quoi vous dire, une attraction du Futuroscope qui durait 2 heures, enfin bref, fin de la parenthèse, on est là pour parler cinéma, mais voilà, je suis sorti de là-dedans avec vraiment une sensation de fun assez puissante. J'ai même eu le sentiment que Ant-Man et la Guêpe avaient vraiment été calibrés pour ce genre d'expérience, parce que voilà, on a l'impression que chaque scène du film était étudiée pour produire un effet. Donc voilà, est-ce que il y avait de quoi se poser sérieusement la question, même si je ne sais que ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, voilà, expérience globale, très fun, très satisfaisante. Revenons à nos moutons, plutôt à nos fourmis. Alors, pour rappel, le premier Ant-Man avait plutôt reçu un bon accueil public. Quand je dis bon accueil public, je parle des gens qui ont payé une place et qui ont été voir le film en salle. Un accueil plutôt sympa de la critique mainstream en général, et un accueil catastrophique de la part des fanboys gardiens du Marvel Cinematic Universe, il faudrait que je trouve un acronyme un jour, qui ont littéralement déféqué sur le film, rêvant du chef-d'œuvre qu'il aurait été s'il avait été réalisé par Edward Wright, évincé du projet malheureusement, et qui ont vraiment laminé donc le produit fini, réalisé par Peyton Reed en 2015. Voilà, ils ont même été jusqu'à dire que c'était le pire Marvel jamais réalisé à ce jour. Alors pourquoi cette réaction de leur part? Je pense que c'est simple, parce que le film privilégiait la comédie à la gravité, la vanne aux enjeux, les seconds rôles sympas plus que les méchants flippants. Donc moi, effectivement, après avoir lu ce parterre de critiques négatives, je m'attendais, quand je l'ai vu, donc à avoir une grosse bouse boursouflée de dollars, et ben j'ai kiffé, quoi. Voilà, j'ai trouvé que le film était très sympa, pas prétentieux pour un sou, fun, excusez-moi, c'est un mot qui va revenir souvent dans ma critique, mais voilà. J'ai passé 2 heures sympas, décomplexées, avec une intrigue certes pas transcendante, mais totalement, comme je vous le disais, orientée fun. Bon, on va pas se mentir non plus, je l'ai vu il y a 1 an et demi, et très sincèrement, je peine déjà à m'en souvenir. C'est le prix à payer quand on décide de faire passer aux spectateurs 2 heures de distraction pure, voilà, sans aucune autre prétention. Alors les plus méchants diront sans aucune ambition. Mais l'argument utilisé par la plupart des détracteurs d'Ant-Man me fait doucement marrer, parce que en gros, ces derniers veulent nous faire croire qu'il faut impérativement injecter de la gravité, de la noirceur, pour faire des films de super-héros, des films adultes. Soit, moi, personnellement, j'aime la noirceur, j'aime la gravité dans les films de super-héros. J'adore, je vénère la trilogie Batman de Nolan. J'ai beaucoup aimé, alors contrairement à pas mal de monde apparemment, Captain America Civil War, parce qu'effectivement, il y avait une réflexion quand même sur les dommages collatéraux, pas inintéressante, et plutôt raccord avec l'univers des super-héros, donc on avait quelque chose une réflexion intelligente et dont on n'avait pas l'impression qu'elle était plaquée sur une intrigue. Mais souvent, 2 films Marvel sur 3, voire que 5 sur 6, jouent sur des intrigues avec des enjeux quasi shakespeariens, et termine immanquablement par une grosse bataille à coups de rayons laser, et avec des CGI de qualité variable, mais en tout cas avec voilà, des grosses scènes de baston destinées à faire plaisir aux gamins de 8 ans. Donc en fait, voilà, vous voyez le truc, on insuffle un peu de gravité dans le sujet du film, on finit par une grosse bataille de laser immanquablement contre un méchant, et voilà, ça s'appelle tout simplement ratisser très large. Donc c'est bien ce qui semble gêner dans la franchise Ant-Man, le fait qu'elle n'ait aucune autre prétention que de divertir.
Et en cela, Ant-Man 2, Ant-Man et la Guêpe, donc, est dans la droite ligne du premier volet. Si vous n'avez pas aimé le premier, vous n'aimerez pas le deuxième, et vice-versa. Pour ma part, comme pour le premier volet, j'ai passé 2 heures super agréables. Alors, là je mets les parenthèses, génial avec la 4DX, je referme la parenthèse. Alors certes, ça manque de vrais méchants, il n'y en a pratiquement pas pour tout vous dire. Ça manque d'enjeux impliquants, ça manque de violence, voilà, il n'y a pas de mort. Je me demande même s'il y avait un mort dans le premier film, mais pareil, il n'y a pas de mort dans celui-là non plus, mais au moins ça ressemble à une posture délibérée chez les auteurs. Voilà, on est léger, pas de mort chez nous, on est plus vraiment dans la comédie. Alors comme pour le premier volet, j'aurais tout oublié d'ici quelques semaines, ça fait pas un pli, mais le souvenir du plaisir éphémère que j'aurais eu à le regarder restera ancré dans mon cerveau. Quand on me demandera est-ce que t'as vu Ant-Man et la Guêpe, je répondrai ah oui, je me souviens plus du tout de l'histoire, mais alors c'était super fun. Voilà. Mais au final, c'est quand même ces orientations délibérées qui fournissent, je pense, à la franchise Ant-Man une identité propre qui finit par être originale au regard des autres productions Marvel. Voilà, c'est la seule à assumer un côté fun. Parce que, voilà, on a eu quelques tentatives à Thor Ragnarok qui étaient fun, mais qui se positionnaient du coup presque en parodie par rapport aux 2 premiers volets de la saga Thor. Un épisode qui se moquait des 2 autres en quelque sorte. Voilà, la veine parodique c'est autre chose. Le dernier Spider-Man Homecoming était aussi dans la légèreté, mais il y avait un méchant un peu plus approfondi, un peu plus intéressant, un peu plus crédible. Voilà, là c'est que du fun. Donc du coup, effectivement, Ant-Man, je pense, va finir par occuper un créneau qui est aujourd'hui déserté par le Marvel Cinematic Universe. Alors, on peut rentrer dans le débat sur la vocation du cinéma à distraire. Alors, je suis d'accord, la distraction ne doit plus être, d'ailleurs elle ne l'est plus, la seule raison d'exister du cinéma. Mais n'oublions pas que les premières images animées et projetées à un public au XIXe siècle n'avaient pas d'autre objectif que de distraire ce public. Soyons clairs, sur les 10 premières années de l'invention du cinématographe, qu'est-ce qu'on a eu essentiellement quoi? On a eu des films rigolos, on a eu des films porno, effectivement, clandestins. Ça a été, les premières années, ça a été l'explosion de ce genre, avec des petits films qui duraient 30 secondes à 2 minutes, mais voilà, c'était ça le cinéma du tout début, faut pas l'oublier. Et après, effectivement, on a commencé à avoir des adaptations de romans classiques, mais c'est devenu vraiment un peu sur le tard. Moi, je pense que la distraction ne doit pas être perçue comme un simple exercice creux et indigne, parce que parfois, quand elle est bien traitée, elle peut ramener le spectateur à une forme d'innocence originelle, à un état de sidération proche de celui qu'ont connu les premiers spectateurs qui ont vu l'entrée du train en gare de La Ciotat projetée sur une toile blanche en 1895. Des gens comme Spielberg se sont toujours autoproclamés les rois de l'entertainment, quoi. Ça a toujours été leur vocation. Spielberg encore plus dans son dernier film Ready Player One, quoi. J'en ai fait d'ailleurs une petite chronique, mais c'est un film qui est une ode au divertissement, au fun, au jeu, et qui pète pas plus haut que son cul, qui n'a pas d'autre prétention que ça. Et ça n'empêche pas Spielberg pour autant de réaliser la liste de Schindler ou Munich. Ça n'est pas incompatible. Ce que je voulais vous dire, c'est que Ant-Man et la Guêpe vous fera passer un excellent moment. Ça n'a pas d'autre prétention que d'être aussi fun à regarder qu'un bon épisode de Friends, avec en plus plein de scènes d'action. Contrairement, par exemple, à une grosse bouse comme Black Panther, qui est tellement assis et tellement certain de son statut de film à message indéboulonnable qu'il en oublie d'être un film, Ant-Man et la Guêpe n'oublie pas son spectateur. Alors Black Panther récoltera et a récolté beaucoup plus de lauriers que Ant-Man et la Guêpe, c'est certain. Et c'est donc ce qui me donne aujourd'hui envie de le défendre. Même, voilà, je sais qu'on est loin du chef-d'œuvre, je sais même qu'on est parfois assez proche d'un truc un peu con, mais ça ne se la pète pas pour un sou, et ça, par les temps qui courent, c'est assez rafraîchissant. Voilà, donc je vous recommande Ant-Man et la Guêpe, si vous êtes à la recherche d'un petit moment de fun sympa en cet été caniculaire. Voilà les amis, continuez à aller au cinéma, si vous êtes en vacances, profitez,
Merci à vous de me regarder, merci à vous de vous abonner, je vous remercie, ça commence à monter, hein. On arrivera bientôt à 100 abonnés, on y croit. En tout cas, voilà, merci à vous, je vous remercie, et puis je vous dis à très bientôt, ciao.